Bonjour à tous, je vais donc vous parler aujourd'hui des douleurs de l'aine et d'une manière plus générale un petit peu de la hanche douloureuse. Alors je voudrais qu'on sorte du dogme ancien qui est celui de dire lorsqu'on a une douleur de hanche, le traitement est d'abord médical et en cas d'échec, on l'envoie au chirurgien pour la prothèse. En fait, nous avons notre rôle dans le diagnostic bien entendu. La plupart du temps, un examen physique suffit et cet examen physique doit en premier lieu identifier si on a plutôt une origine articulaire ou plutôt une origine tendineuse. Si on prend l'exemple de ce patient qui va mobiliser en même temps ses muscles et sa hanche, ce n'est pas discriminant. En revanche, si l'examinateur prend la hanche avec ses propres muscles et que le patient est douloureux, c'est bien articulaire. Et si, à contrario, le patient, sans bouger son articulation, contracte un muscle contre résistance et qu'il est douloureux, on est bien dans le cadre d'une douleur musculaire, dans ce cas du psoas. Donc, le premier virage, le premier carrefour, c'est éventuellement côté euh, euh, abarticulaire, côté tendineux, voire neurologique, avec en particulier des pathologies que vous pouvez rencontrer, comme par exemple cette patiente de 64 ans qui a des douleurs latérales, qui est en discret surpoids, qui fait un peu de randonnée. Les douleurs sont à gauche, à recrudescence nocturne ou lors de la marche, calmée par le repos. Et son entourage, son mari qui vient à la consultation, vous dit qu'elle boite. Et vous la regardez marcher, et en effet, lorsqu'elle marche du côté gauche, elle penche du côté douloureux, avec l'épaule qui s'engage du côté douloureux. Ça s'appelle la boiterie de Trendelenburg. Et puis, lorsque vous la faites mettre en appui unipodal du côté gauche, voilà, c'est un homme, elle ne peut pas tenir, elle est obligée de se pencher du côté gauche pour ne pas tomber, pour tenir l'équilibre. C'est classiquement l'anthésopathie des fessiers. On est dans un contexte d'une dame de 50 à 60 ans, souvent en surpoids, avec des douleurs électives au sommet du grand trochanter à l'examen physique, une boiterie de Trendelenburg et des douleurs augmentées, comme toutes les tendinopathies, par l'abduction contrariée, donc la contraction contrariée, l'appui unipodal et éventuellement ce qu'on appelle le test de Lequen, c'est-à-dire la dérotation externe contrariée. Le diagnostic positif est purement clinique, mais il est indiqué de faire une IRM. Cette IRM nous donnera la place éventuelle d'un traitement chirurgical. Ce dernier intervient soit après échec du traitement médical qui est commun à celui de toutes les tendinopathies avec de la rééducation excentrique, des étirements, voire des ondes de choc, parfois des infiltrations cortisonnées ou de PRP. Mais le traitement chirurgical peut être indiqué comme au niveau de la coiffe des rotateurs en cas de rupture partielle ou totale d'un des tendons des muscles fessiers ou une bursite, puisqu'on peut faire une bursectomie avec des résultats qui sont relativement variables et qui peuvent être réalisés de manière arthroscopique maintenant. Un autre cas diamétralement opposé, une patiente de 21 ans, gymnaste, 12 heures d'entraînement par semaine, qui ressent un ressaut audible, mais qui n'est pas douloureux. Et sa mère vous l'amène à la consultation parce qu'elle est inquiète, parce que sa hanche se déboîte, sa hanche se luxe. Elle vous dit, elle se luxe la hanche. Et en fait, à l'examen clinique, lorsque vous mobilisez sa hanche en passif, il ne se passe rien. Et lorsque elle fait des mouvements de flexion-extension, il y a un ressaut latéral. Ce ressaut latéral, c'est la bandelette iliopectinée, c'est-à-dire, pardon, c'est le tenseur du fascia lata qui vient passer en virage ici sur le sommet du grand trochanter et qui va passer un coup en avant, un coup en arrière. Et ce ressaut latéral peut être associé, donc cette bandelette iliotibiale sur la facette latérale du grand trochanter, peut être associée dans certaines situations à une tendinopathie par contact répété. Si, si ce ressaut n'est pas douloureux, il faut rassurer la famille, il n'y a aucun traitement. Et si le ressaut latéral est douloureux, donc c'est un examen clinique simple, je vous le rappelle, à l'examen passif, il ne se passe rien, et en particulier la hanche est indolore. Et à l'examen
active, ben, la patiente peut vous reproduire à l'examen clinique ce ressaut. S'il est douloureux et témoigne d'une tendinopathie, ben, on le traite comme tel. Une fois sur 10, un traitement chirurgical peut être indiqué les techniques chirurgicales sont variées, mais elles ont toutes pour objectif d'allonger le tenseur du fascia lata au niveau de son aponévrose pour limiter le contact, et c'est généralement associé à une bursectomie, donc de cette bourse prétrocantérienne. Si vous pouvez avoir ensuite un autre ressaut qu'on appelle le ressaut interne. Cette fois-ci, c'est l'iliopsoas sur l'éminence iliopectinée. Comme vous voyez sur le schéma, le muscle est au niveau d'une vallée, puis il y a une petite colline et il y a une autre vallée de l'autre côté, puis il peut passer d'un côté et de l'autre. C'est classiquement unilatéral et on est exactement dans le même contexte. Ça peut ne pas être douloureux, et si c'est douloureux, on peut le traiter comme une tendinopathie, voire avec des infiltrations, et de temps en temps, on peut être amené à faire un traitement chirurgical qui est une ténotomie endoscopique qui va venir une fois de plus rallonger le tendon. Généralement, il faut pour ça une preuve par une échographie dynamique et une infiltration qui, même si elle échoue secondairement, a l'avantage de prouver le diagnostic. Le deuxième chemin, c'est le côté articulaire. Alors, mon premier message, vous voyez, c'est 2 études relativement anciennes qui ont presque 10 ans. 900 patients avec des douleurs de l'aine entre 20 et 30 ans, principalement des hommes. 56% d'entre eux, la cause était articulaire. Et si on va chez les athlètes, eh bien, chez 22% des athlètes avaient des douleurs de l'aine, et 55% avaient une lésion labrale. Donc, la cause principale des douleurs de l'aine chez un sportif de moins de 50 ans est articulaire jusqu'à preuve du contraire. 80%, et c'est mon deuxième message, 80% du diagnostic est fait à l'examen clinique. Troisième message, l'examen à demander devant une douleur de l'aine isolée, ce n'est pas une échographie, ce n'est pas une IRM, c'est une radiographie. Elle est d'obtention simple, et cette radiographie va vous permettre d'éliminer, par exemple, à gauche, une tumeur, au milieu, une ostéonécrose, ou à droite, une coxarthrose, tout simplement. Mais dans d'autres situations, l'interligne articulaire vous semble normale, et aucune de ces 3 radios, sauf si vous êtes très entraîné, peut vous paraître anormale, alors que moi, je peux vous dire que ces 3 peuvent être source de douleur de l'aine et que ces 3 peuvent donner lieu à des propositions chirurgicales. Prenons un autre cas, une patiente de 27 ans, danseuse classique, professionnelle, qui a des douleurs de l'aine droite anciennes, qui deviennent insensibles aux anti-inflammatoires, avec un examen passif qui confirme la responsabilité de l'articulation dans ses symptômes. Elle arrive avec une IRM, elle dit: «J'ai un kyste au niveau du labrum, est-ce que vous me faites une arthroscopie demain, si possible?» Et en effet, quand on regarde son IRM, on voit plusieurs choses. Enfin là, en l'occurrence, c'est un arthroscanner en coupe sagittale, et on voit en effet ici une lésion du labrum avec le liquide l'iode qui rentre entre le labrum, en plein corps du labrum. Et puis, mais en revanche, on voit au-dessus autre chose. On voit une chondropathie, on voit que le cartilage a un petit peu disparu avec ces 3 petits ronds noirs qui sont des géodes. Donc, il y a déjà des lésions dégénératives. Et ces lésions dégénératives, elles sont en avant et en haut. Donc, il faut toujours rechercher une cause. Ce n'est pas normal à 27 ans, même chez une danseuse, même une danseuse professionnelle, même un joueur de foot américain, ce n'est pas normal d'avoir une hanche qui commence à s'abîmer. Notre mission, c'est de déterminer si les lésions articulaires débutantes sont primitives ou secondaires, et si elles sont secondaires, si elles peuvent être secondaires à un facteur de risque identifiable et réversible, c'est-à-dire curable. Alors, on change de paradigme par rapport à tout à l'heure. On est sûr qu'on a une douleur de hanche, on fait une radiographie. Si on a une ostéonécrose, une tumeur ou une coxarthrose, le diagnostic est fait. Si on a en effet une coxarthrose, le traitement est avant tout médical. Et si le traitement médical échoue, ben, le traitement sera chirurgical, non conservateur, prothétique. Il n'y a pas de discussion, quel que soit l'âge. Autant à 25 ans, devant une coxarthrose, on peut hésiter à réaliser l'intervention, autant il n'y a pas de doute à avoir sur la seule option thérapeutique disponible. Si en revanche l'interligne est normale, alors il faut chercher 2 choses, une dysplasie ou un conflit, c'est-à-dire des troubles architecturaux
qui occasionnent une hyperpression dans l'articulation, qui peuvent être source de douleur et d'arthrose prématurée. S'il n'y en a pas, le traitement est non chirurgical, donc médical. Assez souvent, c'est décevant parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Et si on identifie une dysplasie ou un conflit, ben, l'arthroscanner va vous permettre de déterminer si l'articulation n'est pas trop abîmée. Donc, il faut un examen en coupe injectée. Cet examen en coupe injectée peut être l'occasion de réaliser dans le même temps une injection intra-articulaire, soit de corticoïdes si vous êtes sûr de votre diagnostic pour diminuer les douleurs, soit de lidocaïne pour faire un test diagnostique, donc un bloc test à la lidocaïne. Et à ce moment-là, on peut discuter d'un traitement chirurgical conservateur, un peu comme on le ferait au genou dans le cadre d'un génuvarome. L'examen radiographique doit être protocolisé. Vous voyez, sur cette radiographie, le bassin est tourné sur la droite, ce qui donne une anatomie au niveau du côté de l'acétabulum qui est anormale du côté droit, où il y a cette petite flèche, je vous expliquerai, et qui semble normale du côté gauche. Et si en revanche, le bassin est rétroversé lors de la radiographie, à ce moment-là, on a l'impression de retrouver cette anomalie des deux côtés. Donc, quand vous faites votre demande de radiographie, c'est une radiographie du bassin de face en charge avec une symphyse pubienne alignée sur le coccyx et 2 cm en dessous du coccyx, ce qui nécessite que votre radiologue ait une scopie pour régler l'orientation du bassin avant de faire la radiographie. Ensuite, une fois que vous avez cet examen, vous pouvez faire une coxométrie classique. Je vous encourage, si vous le souhaitez, à télécharger sur votre téléphone cette application gratuite qui est celle de nos jeunes orthopédistes, qui s'appelle CJ Ortho, avec laquelle vous pouvez, entre autres, faire des goniométries, connaître les classifications et utiliser des scores. Si vous n'avez qu'une seule mesure à connaître, c'est l'angle VCE ou l'angle CE de Wiberg, dont la norme s'y situe entre 25 et 40 degrés. Vous comprenez que si cet angle est plus petit, eh bien vous aurez un défaut de couverture externe, ce qu'on appelle une dysplasie de hanche. Par exemple, ici, cet angle est de l'ordre de 7 degrés, donc c'est une dysplasie de hanche, c'est une définition radiologique. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres angles, l'angle TE de Tonis ou HTE. Plus cet angle est grand, plus la hanche est découverte. Sa norme est donc entre 0 et 10. Et puis de profil, mais c'est beaucoup moins fiable, c'est l'équivalent du VCE, mais de profil, qu'on appelle le VCA, A pour antérieur, d'accord, avec une norme supérieure à 25. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, vous êtes dans le cadre d'une dysplasie de hanche. Ça concerne principalement des femmes avec une incidence de 1 pour 1000. Elles sont cause de douleurs de laine, comme je vous le disais, et de coxarthrose prématurée. Elles sont liées à des troubles du développement. On appelle ça le développement dysplasique de hanche. Dans son stade le plus simple, c'est la dysplasie, et dans son stade le plus évolué, c'est la luxation congénitale de hanche qui se dépiste généralement à la naissance. Et en fait, c'est assez simple, c'est une question de pression. Si la surface de contact diminue, à poids constant, la pression de l'articulation augmente. C'est un peu comme si vous vouliez faire des pompes sur les mains, ben, vous avez généralement pas mal aux mains, mais si vous faites des pompes sur les pouces, ben, vous avez mal aux pouces. Alors que vos pouces ne sont pas malades, ils reçoivent juste une hyperpression parce que la surface est plus petite. Voilà, voici un exemple un peu plus rigolo. Si vous vous allongez sur une planche à clous, hein, c'est le coup du fakir, ça marche. Mais s'il n'y a plus que 4 clous, alors à ce moment-là, ça blesse. Voilà un article très intéressant pour les passionnés qui a maintenant 8 ans, qui témoigne qu'en noir, on a la surface articulaire normale et en bleu, on a la surface articulaire d'une dysplasie qui est donc diminuée. À ce moment-là, c'est une étude, vous voyez, sur votre droite. En haut et à droite, le petit schéma, le labrum en bleu est tranquille, au repos. Il n'est pas tellement concerné par le poids du corps. Et en revanche, en bas à droite, la figure D, eh bien, le labrum est en hyperpression ainsi que le cartilage au niveau de la jonction en haut et en avant. Vous avez 3 fois sur 4 des lésions labrales et 1 fois sur 2 des lésions cartilagineuses dans les dysplasies de hanche. Comme je vous le disais, c'est la même chose que le varus. Quand vous voyez une lésion méniscale interne, vous devez vous interroger sur la présence d'un trouble architectural qui en est la cause, et c'est à ce moment-là, cette cause-là qu'il faut traiter. L'angle VCE normal est supérieur à 25, la dysplasie est définie s'il est inférieur à 20. Et entre les deux, entre 20 et 25,
on peut, dans certains cas, discuter des chirurgies arthroscopiques, mais retenez qu'en dessous de 25, il y a une dysplasie. En dessous de 20, il n'y a plus du tout de doute sur l'intérêt d'une chirurgie, même un peu lourde. Vous devez aussi rechercher une hyperlaxité congénitale et il faut connaître ce score de Bayton pour toutes les articulations. La norme, c'est supérieur à 6. Vous voyez, il y a ces 5 tests à faire. Vous les cotez droite et gauche, sauf bien entendu le test numéro 1. La norme, c'est 9. Le maximum, c'est 9. Et si vous avez supérieur à 6, eh bien, vous avez une hyperlaxité congénitale qui est un facteur de risque d'instabilité de toutes les articulations, y compris de la hanche, qui vient se rajouter au risque lié à la dysplasie, bien entendu. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Historiquement, on pouvait augmenter la surface osseuse en prenant un bout d'os au niveau du bassin, ce qu'on appelle une butée. Mais le traitement à l'heure actuelle qui fait référence dans le monde, c'est l'ostéotomie périacétabulaire. Cette ostéotomie est une chirurgie qui a été inventée en 1985 en Suisse et elle permet, voyez, de couper autour de l'acétabulum et de rediriger cet acétabulum, ce cotyle, pour avoir des angles parfaitement normaux. C'est stabilisé par du matériel d'ostéosynthèse. Comme vous voyez ici, c'est fait par une voie d'abord qui fait 6 à 8 cm, mini-invasive, et l'appui est autorisé d'emblée avec une paire de béquilles. Ce qui est intéressant, c'est 2 choses. C'est que l'indice de satisfaction de cette intervention chez des patients jeunes, entre 24 et 60 ans dans cette série, mais qui ont plus volontiers entre 25 et 40 ans en général, la satisfaction sur les activités sportives et sexuelles, même à 12 ans de recul, est de 90%, ce qui est au-delà de ce que l'on obtient habituellement avec une prothèse de hanche. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas une chirurgie d'attente, c'est que 92% des patients continuent à aller bien 15 ans après cette intervention. Mon deuxième cas, mon dernier cas, je crois, non, avant-dernier, il me semble, c'est ce patient de 27 ans, footballeur à niveau régional. Il sait que ses hanches sont raides, il a des douleurs au niveau de l'aine à droite depuis 3 ans. On lui a dit que c'était une pubalgie. Et puis maintenant, ça ne va plus, quoi. Les anti-inflammatoires ne marchent plus, la rééducation ne marche plus. Il a eu 2 infiltrations dans l'articulation qui ont été d'efficacité temporaire. Donc ça, c'est intéressant parce que si l'endroit qui a été infiltré a été associé à une diminution ou une disparition des douleurs, même temporaires, ben, ça veut dire que la zone qui a été infiltrée était bien entendu la responsable des symptômes. Et maintenant, il ne peut plus jouer, donc il vient vous voir en consultation. Et là, il faut évoquer un conflit fémoro-acétabulaire. Alors, le conflit fémoro-acétabulaire ou le conflit de hanche, c'est différent par rapport à la dysplasie. La dysplasie, c'est un diagnostic positif radiologique sur une information qui est suffisante. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, on va opérer les gens, mais le diagnostic est assez simple à porter. Alors que le conflit fémoro-acétabulaire, c'est un faisceau d'arguments. Qu'est-ce que c'est le conflit fémoro-acétabulaire? C'est quelque chose de mou, coincé entre 2 trucs durs. Alors, on a 2 cas. Le premier à droite, c'est une bosse au niveau du fémur qui, lorsque le patient se met en flexion de hanche et en aile de pigeon, c'est-à-dire en rotation interne, cette came fémorale, cette bosse va venir cogner au niveau de l'acétabulum et créer des lésions articulaires. Et au niveau de l'acétabulum, il faut avoir une pince, c'est-à-dire un excès de couverture antérieure de l'acétabulum. Et c'est la même chose, un contact prématuré de ces 2 zones osseuses qui viennent blesser le cartilage et le labrum. On est donc dans le cadre d'un adulte jeune sportif qui a le premier indice, qui a des douleurs de l'aine. On va en parler. Pourquoi le jeune sportif? Bien, il y a une corrélation directe entre les lésions intra-articulaires dans le conflit, du labrum ou du cartilage, et les années de pratique, l'âge de début et RI, c'est la diminution, c'est la rotation interne, c'est donc la diminution de la rotation interne. Et ce qui est dingue, c'est de voir que dans cette étude de pédiatre, concernant des jeunes danseuses âgées de 13 ans qui avaient des douleurs de l'aine chronique, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 35, mais la moitié d'entre elles avaient un conflit avec une déchirure du labrum à 13 ans.
Et une autre étude qui a 10 ans maintenant sur des footballeurs et 75 patients qui avaient des douleurs de l'aine. Il y a une majorité d'hommes, c'était l'objectif de cette étude. Donc l'adulte jeune sportif, surtout l'homme, avec des douleurs de l'aine, voire de la fesse aggravée par l'activité. Pas de traumatisme, pas de cause inflammatoire. Et on s'interroge sur une morphologie favorisante. Le test, c'est celui-ci. C'est-à-dire que normalement, vous avez, lorsque vous mettez la hanche en flexion à 90 degrés et en adduction, vous devez avoir la possibilité de mettre le membre en rotation interne, enfin la hanche en rotation interne. Alors, rotation interne, c'est en aile de pigeon. C'est-à-dire qu'il faut tourner le pied vers l'extérieur. Et cette rotation interne, elle doit être supérieure à 20 degrés et indolore. Si elle est inférieure à 20 degrés, voire à 0, c'est que vous n'avez pas assez de place devant. C'est que le cotyle rentre, enfin le col du fémur rentre en contact prématuré avec le cotyle. Et si c'est douloureux, c'est que vous avez quelque chose entre les deux, avec des nerfs qui est écrabouillé. C'est tout simple. Ça, c'est le signe de Dreman, c'est-à-dire que c'est la rotation externe spontanée lors de la mise en flexion passive de hanche. Voire active, vous demandez au patient, pliez votre hanche et il se met comme ça spontanément. Donc là, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas du tout de place devant. Et que lorsque vous tentez une rotation interne, vous n'arrivez même pas à 0. Vous êtes bloqué à moins 20 ou moins 30 comme ça. Donc le diagnostic qui est suspecté sur la radiographie. Pour l'effet pince, il faut une radiographie du bassin debout de face. Et pour l'effet CAM, il faut un profil de Dunn, DU2N. Alors, on va commencer par l'effet CAM. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la tête fémorale sur un profil, par exemple, reste inscrite dans un cercle parfait jusqu'au moment où elle rentre en contact avec le col qui est ici. D'accord? Et si cette sphéricité parfaite est pas assez importante, c'est-à-dire qu'au lieu de finir ici, cette sphéricité, elle se finit ici, parce qu'il y a une bosse, eh bien, vous avez donc un diagnostic positif. Sur la face, c'est une déformation crosse de pistolet. Et sur un profil de Dunn ou ce profil-là, flexion 45, abduction 45 et rotation externe 30, on va pouvoir faire une mesure qu'on appelle l'angle alpha, qui est donc l'angle qui unit le centre du col au centre de la tête. Ça, c'est la première droite. Et la deuxième droite pour former cet angle, c'est la droite qui unit le centre de la tête au point où la tête sort de ce cercle idéal que l'on voit ici en jaune. Inférieur à 50, c'est la norme. Donc, cette bosse, cette came fémorale, elle pourrait être une extension de la plaque de croissance liée à des microtraumatismes lors de la croissance, qui est une des premières hypothèses et qui peut donner donc cet aspect-là. La deuxième hypothèse, c'est ce qu'on appelle un glissement épiphysaire, c'est-à-dire une épiphysiolyse. L'épiphysiolyse, c'est quand, vous savez, quand on est enfant, les os grandissent au niveau du cartilage de croissance, qui n'est donc pas soudé. Et si la tête glisse vers l'arrière, comme dans ce cas-là, ça peut créer une bosse vers l'avant. Et les vraies épiphysiolyses, les vrais glissements épiphysaires, on en fait le diagnostic. Mais parfois, ça peut passer un peu inaperçu avec des petites douleurs qui passent inaperçues dans la croissance. Pour l'effet pince, il faut une radiographie du bassin debout de face. Il faut qu'elle soit protocolisée, comme je vous l'ai dit. À ce moment-là, vous pouvez avoir des défauts d'orientation de l'acétabulum. L'acétabulum, c'est un bol. Normalement, la partie bleue, comme le bol est tourné vers l'avant, normalement, la partie bleue, elle devrait jamais passer en latéral par rapport à la partie rouge, qui est la partie arrière, puisque le bol est tourné vers nous. Si les deux lignes se croisent, on appelle ça le signe du croisement ou le crossover, ou le signe du 8 pour nos collègues suisses. À ce moment-là, la surface articulaire est normale, mais elle est tournée vers l'arrière. On appelle ça une rétroversion, puisque l'excès de couverture que vous avez devant, en bleu, correspond à ce qui manque derrière, en rouge. Si en revanche, vous avez entre guillemets ce qu'il faut derrière, puisque vous voyez qu'en rouge, c'est
il y a ce qu'il faut puisque ça va au-delà du centre de la tête du fémur, mais que pour autant, la ligne bleue croise la rouge. Vous avez toujours un signe du croisement. Mais là, c'est différent, c'est que vous avez une surface qui est, alors j'ai mis diminuer, attention, c'est augmenter. Vous avez une surface qui est augmentée avec une orientation normale. Dans un premier cas, c'est un problème de direction. Dans un second cas, c'est un problème d'excès de surface. Vous pouvez avoir un problème de position de votre hanche. Normalement, la hanche, elle est toujours latérale à la ligne, peu importe, on appelle ilio-ischiatique, mais vous pouvez la tracer facilement. C'est une ligne qui unit deux points, qui unit le point le plus latéral ce qu'on appelle le détroit supérieur, au niveau du bassin, au point le plus latéral du trou obturateur. Vous tracez cette ligne, normalement, tout le cotyle ainsi que le fond est latéral à cette ligne. Si, vous voyez comme ici, ça c'est normal. Si vous avez une partie du cotyle qui est médiale à cette ligne, ça s'appelle une coxa profunda. Et si vous avez la tête fémorale qui est médiale à cette ligne, ça s'appelle une protrusion. Donc, on a plusieurs variables. Ça, c'est juste pour votre connaissance, hein. C'est vraiment très technique, mais soit vous avez un problème de surface, elle est diminuée, c'est une dysplasie, elle est augmentée, c'est une pince. Vous pouvez avoir un problème d'orientation, elle peut être trop antéversée ou rétroversée, c'est-à-dire tournée vers l'arrière. Donc, on est plutôt dans le conflit, donc une pince, comme ici, vous voyez, ça, c'est une orientation normale, et ça, c'est tourné vers l'arrière. Ensuite, vous pouvez avoir un défaut de position. Trop latéral, c'est la dysplasie, donc les contraintes augmentent, parce qu'il y a un bras de levier plus important, ou trop médial, coxa profunda ou protrusion, à ce moment-là, la hanche est raide et vous avez un conflit. Vous voyez, par exemple, ce cas, je vous l'ai mis au tout début dans les radios un peu bizarres, un peu normales. Elle vous paraît normale, la radio est bien, on est bien aligné, on a bien nos 2 cm. Et puis, on regarde, il n'y a pas de came fémorale, il n'y a pas de bosse. Mais moi, je vous dis, regardez, vous avez un excès de couverture puisque l'angle VCE est supérieur à 40. Et puis, ça croise. Ça, c'est la ligne antérieure et ça, c'est la ligne postérieure. Donc, on est dans le cadre d'un effet pince par rétroversion acétabulaire. Donc, dans ce cas-là, la surface verte est plus importante que la surface normale grise. Alors, ça, c'est aussi très important. Il y a 26 études rapportant 2000 hanches de gens qui se plaignent de rien, un peu plus de garçons que de filles, de 25 ans. Et on leur fait des radios et des IRM. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que 54 degrés, c'est-à-dire que un tiers d'entre eux ont une image de came fémorale. Ils n'ont pas de conflit, ils ont une came fémorale. Comme certains patients ont un varus au niveau du genou, ils n'auront jamais mal au genou. C'est un peu plus chez les athlètes que dans la population générale, très probablement par rapport à cette histoire de développement de la plaque épiphysaire quand on grandit. Et puis au niveau du cotyle, de l'acétabulum, 2 tiers de ces gens qui se plaignent de rien ont une déformation en pince. Donc, il faut faire très attention à l'analyse des images. C'est toujours, comme je vous l'ai dit, un faisceau d'arguments. Et on a, dans cette population asymptomatique de 25 ans, plus de 2 tiers des gens qui ont une IRM positive. Donc, une IRM seule ne suffit pas à faire un diagnostic et encore moins à faire une proposition thérapeutique. Quelles sont les indications chirurgicales? C'est très simple. La chirurgie conservatrice au niveau de la hanche comme au niveau de genou, c'est la même chose. S'il n'y a pas d'arthrose, s'il y a aussi une cause curable, bien entendu, on ne fait pas de lavage articulaire dans l'articulation de la hanche. Soit on a une dysplasie, soit on a un conflit, soit on n'en a pas, et à ce moment-là, il n'y a pas de chirurgie. Amplitude articulaire normale, et puis la dysplasie, ça peu importe. Et après un traitement médical bien conduit de 6 mois. Si quelqu'un a mal pendant 1 mois, on le laisse tranquille. Quel type de chirurgie? Je terminerai là-dessus. Si on a un trouble de couverture, donc une découverture, une dysplasie de hanche avec un angle VCE à 20 degrés, on fait quelque chose. Si on a un trouble de version, on fait autre chose. Si on a un trouble de version, c'est-à-dire un excès d'antéversion, à ce moment-là, on peut rajouter de l'os devant, faire une ostéotomie périacétabulaire, dont je vous ai parlé, un Chiari ou une butée. Un Chiari, c'est une ostéotomie pelvienne, peu importe. On peut faire une ostéotomie périacétabulaire ou une butée. Si on a en revanche une rétroversion,
c'est-à-dire que le cotyle est tourné vers l'arrière, ben on va pas faire une butée parce que la butée, on la met devant, donc ça ne marche pas. À ce moment-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est une ostéotomie périacétabulaire pour rediriger l'acétabulum correctement. Si on a une surcouverture par un conflit par effet pince, à ce moment-là, si c'est en effet un excès de couverture devant sans problème à l'arrière, donc on a vraiment un cotyle qui est trop grand devant et normal derrière, à ce moment-là, on va sous arthroscopie enlever de l'os au niveau de l'acétabulum devant. Si en revanche, on a un excès de couverture devant parce qu'on n'en a pas assez derrière, à ce moment-là, ce n'est pas un défaut de surface, ce n'est pas une surface trop grande, c'est un défaut d'orientation de l'acétabulum. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, on fera une ostéotomie périacétabulaire pour tourner le cotyle. Et puis au milieu, peu importe la coxa profunda. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et bon courage pour retenir tout ça. Je suis à votre disposition pour toutes les questions si vous le souhaitez par mail.